C'est devenu un débat mondial. Ça concerne toute la planète, le changement climatique. Et dans cette émission aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est le changement climatique, ce qui a provoqué ce changement climatique, comment on le mesure, et aussi quels sont les défis qui attendent les populations locales et aussi dans le monde. Mais aussi, on va voir quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour renverser cette tendance. Et avec moi sur ce plateau, le docteur François Gémen, qui est Bonjour. spécialiste des questions de géopolitique et d'environnement, Vanessa Dogé de Spéville, qui est Head of Sustainability du groupe MCB, et le docteur Aman Kumar Molu, qui est le directeur du Rajiv Gandhi Science Center. Bonjour. Alors, merci donc de venir sur ce plateau pour justement parler du changement climatique. Merci Là, d'y consacrer une émission. ah ben oui, et là, on est en plein donc dans ce débat climat organisé par le Rajiv Gandhi Science Center et en collaboration avec la MCB. Alors, pour commencer, tout d'abord, qu'est-ce qu'on comprend par le changement climatique, docteur François Gémen? Oh, je dirais que c'est sans doute le défi principal que nous allons devoir affronter au XXIe siècle, Hmm. c'est la rupture de certains des grands équilibres fondamentaux dans le système climatique. Rupture que nous avons causée par nos activités humaines, par nos émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'industrie, des transports, de l'agriculture. Et ces gaz à effet de serre se sont accumulés dans l'atmosphère au point de créer un effet de serre qui provoque une augmentation de la température moyenne terrestre et qui, à son tour, provoque toute une série d'autres impacts. L'élévation du niveau des mers, l'accélération et l'intensification des phénomènes extrêmes comme les ouragans ou les sécheresses, des impacts sur l'agriculture, sur la santé humaine et également d'autres impacts humains en termes de migration ou de sécurité. Donc c'est un dérèglement, je dirais, du système climatique que nous avons provoqué par nos activités, mais que nous pouvons aussi ralentir et arrêter. Hmm. Alors, docteur Molou, est-ce que ce changement est-il un changement normal ou un changement anormal? Bon, pour comprendre si le changement est normal ou anormal, il faut comprendre, définir c'est quoi normal. Donc, on est habitué à une routine. Par exemple, tous les ans, toutes les saisons, il y a la même température, même pluviométrie, même niveau de mer, etc. Et quand il y a un changement de paramètres, quand on sent, par exemple, il fait plus chaud, ou bien il y a des flash floods, comme on dit à Maurice, Oui. ou bien des cyclones plus fréquents, donc des zouls, des tsunamis. Donc, tout ça, on considère que ce n'est pas normal. Il n'y avait pas ça avant. Parce qu'avant, il y avait une certaine pattern régularisée. Donc, quand on voit ces changements, bien sûr, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal, comme a précisé François. Donc, il y a des conséquences. Oui. Il y a des conséquences. Et les conséquences, plutôt, c'est relié à la température. Et la température, quand il y a une hausse de température, par exemple, à Maurice, toutes les décennies, la température monte à 0,2 degrés centigrades. Ça ne paraît pas conséquent, mais c'est conséquent. Et ça a un effet néfaste. Par exemple, quand la température monte, la surface de l'eau des océans, ça chauffe et il y a l'expansion scientifique. Et bien sûr, suite à ça, ajouter à ça, il y a la fonte des glaciers et des calottes des glaces. Et ça ajoute au volume d'eau des océans. Bien sûr que la conséquence, c'est que le niveau de la mer, ça monte. Mhm. Et avec d'autres effets, surtout pour des États insulaires comme l'île Maurice. Ouais. Donc là, ce n'est pas normal. Donc, parmi les différentes conséquences qu'on a. Donc, Alors, justement, on parlait de la normalité ou c'est anormal. Là, on vient de voir, de vivre ça à l'île Maurice, justement, avec le cyclone Bellal qui a Oui. passé donc en un petit peu de temps, autant de pluie, d'averses qui a provoqué de grosses inondations dans la capitale notamment. Alors, bon, c'est pas normal, on ne voit pas, on ne voilà. s'attend pas à cela, mais doit-on maintenant s'attendre qu'il y a plus ce phénomène, de docteur François Gemène? Clairement, oui. Un des impacts du changement climatique, ça va être de renforcer l'activité cyclonique. Ça veut dire que les cyclones vont devenir plus fréquents, plus intenses, ils vont transporter davantage d'eau et la trajectoire des cyclones va devenir plus imprévisible. Donc ça veut dire que Maurice doit se préparer davantage à d'autres cyclones et on a vu lors de l'épisode précédent malheureusement à quel point tout le monde avait été un peu pris par surprise parce qu'on n'avait pas envisagé cette vulnérabilité. Il va falloir désormais l'envisager parce que oui, l'activité cyclonique va être renforcée par le changement climatique. Et ce n'est qu'un des nombreux impacts du changement climatique. On va également avoir une recrudescence des sécheresses, par exemple. Il faut bien réaliser
que si la température monte de 1 degré, eh bien, l'atmosphère est plus humide de 7%. Donc, ça veut dire que pour chaque degré qu'on prend, ça veut dire qu'il y a plus de précipitations qui tombent lors d'épisodes de pluie. Hmm. Alors, Vanessa de G. d'Espéville, donc, vous vous retrouvez en partenariat avec le Rajiv Gandhi Science Center, justement dans ce cadre de débat sur le changement climatique. Pourquoi une banque veut marquer sa présence dans ce débat où tout le monde parle de changement climatique? D'abord, je pense parce que la MCB est une banque profondément mauricienne, ancrée à Maurice depuis 185 ans maintenant. Donc il est clair que nous voulons aider les populations à nous adapter, à s'adapter à ce changement climatique. Et pour ce faire, il faut sensibiliser, il faut conscientiser, il faut comprendre les causes, les effets, tout ce que ça comprend au niveau du changement climatique. Donc c'est pour ça que nous sommes associés au Rajiv Gandhi Science Center avec François Gemène en parrain de l'initiative pour sensibiliser ce qu'on appelle les collégiens ici, donc les élèves de 15 à 18 ans, sur les sujets de changement climatique pour qu'ils puissent s'approprier le sujet, comprendre et mieux se préparer. Est-ce que, donc, dans cette démarche, vous voyez que la population est consciente de ce qui se passe autour d'elle et donc réalise vraiment ce qui est grave, ce qui est en train de se passer? Je pense que les derniers événements climatiques qu'il y a eu dernièrement, surtout vous parliez tout à l'heure de début d'année avec le Ouais. cyclone Bellal, Mhm. est une illustration assez concrète de ce que ça peut représenter pour un pays comme Maurice. Donc évidemment, la population commence à se rendre compte que c'est pas quelque chose de particulièrement théorique, c'est tangible, c'est chez nous, ça se passe tous les jours. On a eu des gros épisodes de sécheresse, des gros épisodes de flash flood, des cyclones dont on avait du mal à prévoir les trajectoires également. Donc oui, je crois que la population en est consciente. Maintenant, la question est de savoir comment mieux se préparer. Quelles sont les mesures d'adaptation à mettre en place au niveau du pays, mais aussi à titre individuel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que chez nous, on arrive à mieux s'équiper et mieux se préparer en cas d'inondation ou de sécheresse ou d'autres événements extrêmes? Donc, docteur Aman Melou, pour un pays comme Maurice, donc un petit pays avec des îlots autour, donc qui a une vision de développer l'économie bleue, le tourisme est très important pour nous. Alors, où on se situe dans ce débat mondial du changement climatique avec les différents COP qu'on a eus? Où est la voix de Maurice dans tout cela? Bon, l'île Maurice, petit État insulaire, et comme je vous ai dit, le niveau de mer, ça monte. Et pour vous donner une idée, au niveau mondial, la hausse du niveau de la mer, c'est environ 3,3 mm par an. Et à Maurice, c'est 5,6 mm par an. Et on prédit, d'ici 2100, ça va monter jusqu'à 49 cm. Donc ça fait peur, vraiment. Donc 49 cm, si vous imaginez notre superficie de terre. Et là, il y a des places où on a même perdu jusqu'à 20 mètres de plage. Et c'est une économie, c'est une grande revenu, les sources côtières, avec les hôtels, les touristes et tout ça. Donc, si imaginons donc, on perd, je ne sais pas moi, combien de mètres ça va faire, parce qu'on est dans ce forme pyramide, et caldaire. Donc, il faut bouger, il y aura beaucoup de déplacements, on va perdre l'économie, et Maurice étant isolé, ça aura un très grand impact. Donc, dans ce contexte-là, on a l'économie bleue qui vient stratégiquement parlant, donc 2,2 millions de kilomètres carrés donc, de mer et d'océans. Et là, il y a beaucoup de potentiel, mais il faut savoir faire un développement économique durable pour l'environnement et pour la population. Et dans ce contexte-là, le gouvernement vient avec beaucoup de stratégies. Par exemple, en 2021, on a signé le Climate Change Act, et puis on a le National Determined Contribution, un plan qu'on a soumis, je crois, en 2021. Et dans le budget courant, le gouvernement a investi environ, je crois, 1,6 milliard de roupies pour le projet pour le changement climatique. Ensuite de ça, pour restaurer les plages, les côtières, tout ça. Donc, il y a beaucoup de stratégies que le gouvernement met en place parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Avec, je vous dis, 2100, on aura 49 cm de mer. Je ne sais pas quelles d'autres conséquences qu'on aura. Donc, il faut agir vite. Alors, donc, docteur François Gemène, donc là, on parle de ce que Maurice est en train de faire.
mais on sait que ce changement climatique n'est pas dû par un pays. Un pays ne peut pas prendre tout seul des décisions et des actions. Et ça demande une concertation internationale. Alors, est-ce que tous les pays sont d'accord, sont prêts, ou il y a encore des problèmes pour trouver un consensus? Bien entendu, comme vous l'avez dit, le changement climatique ne connaît pas de frontières et le climat, évidemment, se fiche que les émissions viennent de Port-Louis, de Rodrigue, de Bangkok ou de Buenos Aires. Et donc, par nature, le changement climatique nous impose des modalités de coopération internationale. Et nous avons formalisé ces modalités au travers des COP, c'est-à-dire les sommets de l'ONU sur le climat qui sont organisés chaque année pendant 15 jours au mois de novembre ou au mois de décembre. Ces sommets rassemblent l'ensemble des pays de la planète, y compris des pays qui sont en guerre. Et donc, on a 197 pays qu'il faut mettre d'accord. Et il faut bien comprendre que toutes les décisions qui sont prises dans ces sommets sont des décisions qui sont prises au consensus. Il n'y a pas de vote. Et la difficulté, bien entendu, c'est que tous les pays ne partent pas du même point de départ. Tous les pays n'ont pas la même responsabilité, n'ont pas connu les mêmes trajectoires de développement, n'ont pas les mêmes régimes politiques, pas le même accès aux ressources naturelles, pas les mêmes secteurs économiques qui sont importants. Et donc, tout le défi de ces négociations sur le climat, c'est d'essayer, à partir de points de départ qui sont très différents, de tracer malgré tout un horizon commun. Et c'est pour ça aussi que ces négociations sont lentes Oui. et laborieuses, bien entendu, mais malgré tout, nous parvenons régulièrement à dessiner des horizons communs. Ça a encore été le cas à la COP28 qui s'est conclue à Dubaï au mois de novembre de l'année dernière, qui trace l'horizon d'une neutralité carbone en 2050 et d'une décarbonation des mix énergétiques. En d'autres termes, ce que nous dit la COP28 de Dubaï, c'est qu'il va falloir sortir des énergies fossiles, les énergies fossiles qui représentent encore aujourd'hui plus de 80% de la production mondiale d'énergie, que ce soit le gaz, le pétrole ou le charbon. Mhm. Alors, justement, donc, il y a des développements économiques, il y a aussi tous ces impacts sur l'environnement, notre planète. Alors, il y a certains pays, comme vous dites, qui disent qu'ils doivent se développer, qu'ils doivent trouver à manger, du travail pour leur population. Mais comment les mettre tous ensemble, donc, pour réfléchir dans cette direction, pour aller donc dans une direction pour ne pas faire du mal, encore plus de mal à la planète? Bien entendu, toute la difficulté aujourd'hui, c'est que les pays industrialisés portent la plus grosse responsabilité dans le changement climatique parce que leur développement a été opéré à partir de l'exploitation des énergies fossiles, du charbon d'abord, puis du pétrole et du gaz. Et aujourd'hui, ces pays industrialisés se tournent évidemment vers les énergies décarbonées, soit vers le nucléaire, soit vers les énergies renouvelables. La grande question, elle se pose pour les pays du Sud, qui ont encore d'énormes besoins de développement, Mhm. qui doivent encore apporter de l'énergie à leur population, qui ont de grands besoins d'électrification et qui parfois ont dans leur sous-sol des réserves de gaz, de pétrole ou de charbon. On sait que s'ils utilisent ces réserves d'énergie fossile, ça va malheureusement encore accentuer le changement climatique, mais souvent ils ont besoin de ces réserves aussi pour assurer leur développement et leur prospérité. Et donc tout l'enjeu des relations internationales et de ces négociations, c'est de voir quelles sont les autres voies de développement qui sont possibles et comment les pays industrialisés peuvent à la fois compenser pour les dommages subis par les pays du Sud, mais aussi financer leur transition énergétique pour s'assurer qu'ils suivent une trajectoire de développement aussi peu carbonée que possible, ce qui sera à la fois dans leur propre intérêt et évidemment dans l'intérêt de la planète et du climat. Alors, là, vous dites qu'il y a des actions à prendre, mais ça va prendre du temps. Et qu'est-ce qu'on risque si on tarde à prendre des actions? Plus nous allons attendre avant d'agir, plus les coûts liés aux impacts vont devenir très très importants. Et on voit bien l'équation économique. Tous les économistes se sont d'accord pour dire qu'agir aujourd'hui est nettement préférable d'un point de vue économique, plutôt que d'attendre et de subir les impacts du changement climatique qui vont coûter très très cher. Reste que les financements sont inégalement répartis. Aujourd'hui, il y a des gros besoins de financement de la transition énergétique dans les pays du Sud, et c'est pour le moment de l'argent qui n'est pas encore débloqué et qu'il faut absolument débloquer, parce que bien entendu, les pays industrialisés n'ont aucun droit d'exiger des pays du Sud qu'ils n'utilisent pas leurs énergies fossiles. Quelle serait leur légitimité à demander cela? Mais d'un autre côté, il va bien falloir financer la transition énergétique si on veut que ces énergies fossiles restent dans le sous-sol.
Et donc voilà un peu la grande difficulté aujourd'hui de la coopération internationale. Alors, docteur Aman Molou, donc on parlait tout à l'heure là de conscientiser toute la population. Ça part de là pour que les populations soient conscientisées. Donc, au Rajiv Gandhi Science Center, vous recevez beaucoup de jeunes. Est-ce que la jeunesse mauricienne est suffisamment informée et éduquée sur le sujet du changement climatique? Bon, si on veut parler des jeunes, à Maurice, d'après les dernières statistiques, nous avons environ 300 000 jeunes moins de 20 ans. Et partis, disons, dans deux cas, environ 100 000 dans primaire et 100 000 secondaire, et donc dans les différentes écoles. Et donc, il y a un gros travail à faire. Bon, parce que ça fait 300 000 élèves, n'importe comment, ça fait un gros travail. Donc, au niveau du Rajiv Gandhi Science Center, nous travaillons sous l'égide du ministère de l'Éducation, donc nous avons accès direct aux élèves et aux institutions scolaires. Et on commence déjà à partir du pré-primaire pour conscientiser, pour sensibiliser les enfants. Donc, on travaille avec les enseignants du pré-primaire. On fait des expositions pour les pré-primaires pour développer des différents modèles de la nature, de l'écosystème, de l'environnement, gestion des déchets, recycler, etc. Donc, toutes sortes de petits exercices commencent à partir du pré-primaire. Et puis, on bouge au primaire et on a des concours au niveau secondaire aussi, qu'on appelle par exemple le Science Quest. On fait des projets de formation continue pour les enseignants au niveau secondaire dans ce domaine de l'environnement. On a, par exemple, on avait fait des projets concrets comme le YMPP en collaboration avec la MCB et l'ambassade de l'Australie. Et puis, on a plusieurs axes de volet, donc le débat climat qui entre dedans. Et chez nous, au Rajiv Gandhi Science Center, nous avons même une galerie d'exposition sur les changements climatiques, les défis qu'on a. C'est quoi les changements climatiques et les défis qu'on a. Donc, on travaille en étroite collaboration avec tous les partenaires locaux et internationaux, parce qu'en isolation, on ne peut pas travailler. C'est un défi international. Donc, il faut travailler en collaboration, même avec les ministères, les secteurs privés et grands partenaires comme la MCB. On travaille en collaboration pour sensibiliser les jeunes, parce que, comme Greta Thunberg avait déjà initié ce genre de manifestation, donc, ce sont les jeunes qui seront notre ambassadeur du futur et l'avenir appartient à eux. Donc, on n'a pas le choix que de sensibiliser. Alors, Vanessa de G de Spéfil, donc vous êtes partenaire avec le Rajiv Gandhi Science Center. Donc, comment continuer à conscientiser les jeunes? Parce qu'il y a une génération qui va passer, la génération jeune, donc s'intéresse bien sûr à passer ses examens, à trouver de l'emploi ou à commencer un business. Et beaucoup décident maintenant de partir ailleurs. Donc, comment les conscientiser et faire comprendre que Maurice, comme vous avez dit tout à l'heure, est donc vulnérable, et aussi comment eux peuvent contribuer à prendre des actions, mais aussi pour les générations à venir. Oui, non, tout à fait. Je crois que comme le docteur Melou l'a mentionné, ça commence dès le plus jeune âge. Et je pense que clairement, un des gros enjeux pour nous à la MCB, c'est vraiment d'inspirer, d'essayer de conscientiser nos jeunes, parce que je suis convaincue qu'on protège ce qu'on connaît et que finalement, si on a une connaissance de l'environnement qui nous entoure, on aura plus tendance à protéger l'environnement. Ça, c'est une chose. Après, ces Mauriciens, ces jeunes qui font partie aujourd'hui du débat climat sont potentiellement des décideurs de demain. Donc, ce seront ces décideurs qui feront des choix que l'on espère iront dans le sens de la protection de l'environnement. Et là, en tant que banque principale du pays, je pense que notre rôle, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions de financement aussi qui soient innovantes et qui puissent permettre d'impulser une nouvelle forme de business model au niveau des différents entrepreneurs, en espérant que ces jeunes seront des entrepreneurs de demain, et encourager toutes les entreprises à impact positif. Et c'est pour ça que nous avons également mis à disposition un certain nombre de produits financiers, notamment privilégiant le local, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, mais le fait même de produire davantage localement, d'acheter local, de privilégier la consommation locale, permet également de réduire nos dépendances à l'international et du coup notre empreinte carbone. Et justement, concernant ce projet débat climat qui réunit les jeunes autour d'un concours, alors
Pourquoi organiser justement un concours au lieu d'aller dans les écoles et de les parler? Parce qu'on pense que déjà, le fait même que ce soit un débat, je pense que c'est extrêmement intéressant parce que pour arriver à débattre, il faut être concis, il faut être précis et il faut avoir complètement intégré les notions qui font l'objet du débat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le débat, ça se prépare. Ouais. En plus, le débat se fait en créole, ce qui est encore plus intéressant parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. On développe tout un lexique climatique en créole qui revient aussi dans les familles parce qu'il n'y a pas que les élèves qui sont conscientisés. Il y a le fait qu'après, ils rentrent chez eux, ils en parlent dans les familles, dans les foyers. Et c'est comme ça qu'on arrive à rendre ce sujet, à en dire, palpable, compris de tous. Et voilà, avec parce que souvent, ces sujets-là ne sont pas forcément des sujets qui sont complètement blancs ou noirs. Il y a aussi des zones de débat. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'un des gros atouts aussi du format de débat, c'est que ça permet véritablement aux élèves de s'approprier les sujets par rapport à une méthode pédagogique d'une leçon où on reçoit l'information. Ici, c'est eux qui vont chercher l'information, qui vont construire leur opinion, leur argumentaire, et donc vraiment, ils vont s'approprier les sujets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comme on a dit, c'est sensibiliser les jeunes. On commence pas, malgré c'est un concours, on commence avec beaucoup d'écoles, environ plus que 50% des écoles secondaires qui prennent part. Et quand on dit 50%, c'est l'école entière, la communauté entière qui est sensibilisée, même les parents, les profs et tout. Donc, et puis, il y a un préliminaire où on sélecte, bien sûr, comme tous les concours, les 16 équipes. Et ça, ils auront une formation, pas seulement les élèves, mais aussi les enseignants. Et ils partagent ça dans l'environnement, dans l'école. Et merci à la MBC de travailler avec nous pour propager ça au loges, à une grande audience au niveau national. Ouais. Donc ça aide. C'est aussi notre On ne rôle. pas diffuser des leçons dans les écoles. Mais par contre, un concours de débat, ça, vous pouvez le diffuser. Donc ça rentre dans tous les foyers de la République. Ouais. Voilà. C'est aussi notre Donc, rôle de service public. Bien sûr. Ouais. Et alors, donc, ces jeunes, pour les conscientiser, bien sûr, il y a ce concours, il y a ce débat climat, mais aussi, est-ce que ces jeunes représenteront ou représentent l'espoir de voir la tendance de ce changement climatique renversée? Professeur Gemmet. c'est important de faire savoir aux jeunes aussi quels sont les impacts de ne rien faire, comme tu as dit. Donc, par exemple, si on prend l'écosystème et la biodiversité, le changement de température avec les changements de pluviométrie, sécheresse, etc., ça change la biodiversité terrestre et aquatique. Mhm. Donc, par exemple, si par exemple, avec l'acidification des océans, ça cause, surtout pour l'île Maurice, le blanchissement des coraux, les chlorophylles diminuent dans la mer, donc les phytoplanctons sont affectés, et ça, la chaîne alimentaire est dérangée. Ouais. Et au niveau terrestre, par exemple, si on regarde l'île Maurice, qu'on a beaucoup de plantes endémiques, au Rajiv Gandhi, on a un jardin endémique qu'on valorise beaucoup. Jusqu'à présent, je crois, au moins 100 plantes endémiques ont disparu. Mm. Donc, il faut passer ce message. Donc, si on attend encore 10 ans, combien d'espèces va disparaître pour notre petite île qui est bien reconnue? Donc, on est très vulnérable à différents niveaux. Donc, même pour la santé humaine, je crois, François peut parler un peu de la santé humaine. Et ça affecte. ouais. Hein? Non, il y aura de gros impacts sur la santé, sur les maladies cardio-respiratoires, sur toute une série de maladies transmissibles dont la distribution géographique va se transformer. C'est le cas pour la malaria, la chikungunya, la maladie de Lyme. Mhm. Donc vraiment, Ouais. les jeunes d'aujourd'hui, qui ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans, sont dans une situation très particulière parce qu'ils constituent à la fois la première génération qui va vraiment expérimenter les impacts du changement climatique et Ouais. qui va subir ces impacts, mais c'est aussi la dernière génération qui a la possibilité d'inverser la tendance. Et donc, évidemment, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'adultes d'essayer d'accompagner au maximum ces jeunes pour ne pas non plus qu'ils aient tout le fardeau du changement sur les épaules. Mhm. Alors, donc, comme vous dites, l'espoir est là. On peut compter sur ces jeunes. Alors, s'ils sont en train de nous regarder, bien sûr, je suis sûr qu'ils vont contribuer et ils vont faire ce que les adultes, vous, les spécialistes, vous êtes en train de leur conseiller. J'espère que la tendance va s'inverser et bien sûr, on aura pour les générations à venir donc une meilleure planète avec un meilleur environnement.
Alors, donc, on arrive à la fin de ce débat, mesdames et messieurs, madame et messieurs. Donc, merci beaucoup pour votre participation, bien sûr. On va se retrouver avec le débat climat dans les jours à venir. Merci. Au revoir. Et le Maurice, débat climat, Pérévini et 8 nouveaux éditions 2024. Écoute ce qui nous va nous laisser pour dire le changement climatique. À partir samedi 18 mai jusqu'à 8 juillet, 8h30 à soir, le MBCD et MBC SAT. Débat climat n'a pas raté ça.